Donc, bonsoir à tous. L'idée de cet atelier était de parler d'un syndrome qui est très peu connu, que l'on appelle le syndrome du jumeau perdu, qui est également, qui pourrait plutôt s'apparenter aux symptômes du jumeau survivant, mais on verra ça un petit peu après. Alors, en quoi ça consiste? Eh bien, en fait, en France, et dans de nombreux pays européens, hem, il a été constaté, que, les grossesses, gémellaires étaient en fait beaucoup plus, nombreuses que ce que l'on pensait. Alors ça, c'est parti de plusieurs constats. D'abord, du fait qu'avec le matériel électronique, qui permet aujourd'hui de suivre les grossesses, de mieux en mieux, de façon de plus en plus factuelle et concrète. Certains pays ont également des observations beaucoup plus anticipées que la France, par exemple, puisque en France, on ne commence à observer une grossesse qu'à partir de la 12e semaine d'aménorrhée. Donc le fœtus est déjà bien développé. Sauf que des études ont été faites. Alors, les tout premiers écrits concernant le syndrome du jumeau perdu commencent en 1993, donc c'est plutôt très très récent, où en fait des Américains ont commencé à observer que plus que ce que l'on pouvait imaginer de grossesse était en réalité gémellaire, c'est-à-dire qu'il y avait en fait plusieurs embryons dans l'utérus de la maman. Ces premiers constats partant des États-Unis sont ensuite arrivés en Allemagne et en Belgique, où certains chercheurs ont souhaité observer des grossesses d'un peu plus près, notamment avec du matériel scientifique un petit peu plus poussé et beaucoup plus tôt dans la grossesse. Et en fait, lorsque ces études ont été réalisées, donc entre 1998 et 2007, il s'est avéré qu'une grossesse sur 10 était gémellaire. Et ces observations étant scientifiques et factuelles, ont également poussé l'observation jusque au comportement et à ce que pouvait vivre et ce qui était constaté dans la vie du jumeau survivant, c'est-à-dire le petit fœtus qui, lui, s'est développé et effectivement est né. Et ces deux études ont été faites conjointement, alors par des équipes différentes, en Allemagne, en Belgique et aux États-Unis. Et les personnes qui ont voulu se pencher sur ce sujet-là se sont rendues compte qu'un certain nombre de symptômes ou de constatations, en tout cas, pouvaient être faites pour le jumeau survivant. Alors, si on remonte un petit peu les choses également, non pas dans le temps, mais dans l'explication, une relation de jumeaux est bien évidemment très particulière, et ça, j'imagine que vous l'avez constaté ou peut-être même vécu personnellement. Lorsque deux jumeaux se développent et puis vivent l'un à côté de l'autre, il est constaté, et on peut le voir assez facilement, que deux jumeaux ont une relation très particulière, au point parfois pour les jumeaux de ne pas parler et de pouvoir se comprendre sans même avoir à parler. Donc cette fameuse relation fusionnelle dont on peut parler, que l'on peut projeter dans une relation gémellaire, peut être également réellement un véritable tsunami lorsque un des deux jumeaux décède. Alors les études, bien sûr, ont été un petit peu plus loin. On a idée, bien sûr, des conséquences d'un deuil lorsque l'on est né, vivant, enfin voilà. Et on sait assez aisément voir quel traumatisme ça peut générer pour les personnes qui sont vivantes autour, ce deuil. Mais il n'était encore que très peu étudié, ce deuil fœtal finalement, ou eh bien, quelles étaient les conséquences de la disparition d'un des fœtus ou d'un des embryons lors de la grossesse. Donc aujourd'hui, on sait dire que le décès d'un des jumeaux in utero peut avoir des conséquences très très lourdes pour le jumeau survivant, sans pour autant que ce soit quelque chose qui soit connu de façon importante, puisqu'aujourd'hui, les chercheurs qui se sont penchés sur ce syndrome-là ont étudié avec des équipes qui voilà, avaient décidé d'enquêter sur ce sujet-là.
mais on constate encore aujourd'hui dans le corps médical qu'un certain nombre de praticiens, gynécologues, obstétriciens, sages-femmes, connaissent relativement peu ce syndrome-là. Pour autant, force est de constater que les conséquences dans la vie du jumeau survivant sont importantes. Voilà pour le contexte. Donc partant de ce constat-là, je voulais, ce soir, donc ça c'était pour expliquer le contexte du syndrome du jumeau disparu ou du jumeau perdu. C'est que lors de cette grossesse, gémellaire, donc aujourd'hui, une grossesse sur 10 a été constatée comme étant gémellaire au départ des études qui ont été réalisées, c'est-à-dire à partir de 2003, les premières études sont sorties. Elles ont commencé à partir de 97-98 et elles sont sorties en 2003. Donc en 2003, les observations, et avec le matériel de l'époque, etc., mentionnaient une grossesse sur 10 qui commençait gémellaire. Mais bien sûr, les grossesses sur 10, alors je vais perdre bien sûr. Alors voilà, au moment des premiers résultats de ces études, il avait été dit qu'entre 8 et 15% des grossesses étaient gémellaires, sachant qu'il y a seulement un embryon sur 10, une grossesse sur 10 qui naît avec des jumeaux. Enfin, tout ça pour dire qu'au départ, c'était très peu lors des observations, et c'est devenu beaucoup plus important puisque en 2012, pardon, les grossesses gémellaires constatées, alors avec bien sûr beaucoup plus de matériel, beaucoup plus d'observations. Dans certains pays comme en Suisse et en Belgique, les observations sur ces études qui ont été faites étaient faites dès 15 jours après la conception. Et donc les échographies et les matériels électroniques ont été adaptés pour ça. Et donc on a constaté que 40% à cette date-là, en 2012, tous les médecins qui avaient été sollicités lors de la première vague d'études et qui ont continué à observer ont constaté que 40% des grossesses étaient gémellaires. Ce qui est considérable, sachant que la plupart du temps, ça n'est pas forcément connu par les parents, en tout cas la maman. C'est-à-dire que non seulement elle ne le sait pas au départ, mais elle peut ne pas savoir non plus qu'elle a perdu un bébé, un embryon, pendant la grossesse, pour plein de raisons. Par méconnaissance des médecins, clairement, en tout cas de ce phénomène, mais aussi parce que ça peut passer complètement inaperçu. Tout dépend quand est-ce que le jumeau en question disparaît au moment de la grossesse. Dans les études qui ont été réalisées, apparemment, les 2 premiers mois sont les 2 premiers mois pendant lesquels le plus de jumeaux disparaissent. Et bien sûr, l'embryon étant minuscule, il est fort possible que ça passe comme quelque chose de plutôt anodin, pour la maman en tout cas. Sauf que lorsqu'on questionne après coup les jumeaux survivants, et a fortiori les mamans des jumeaux survivants, il arrive très souvent, alors moi en tout cas c'est ce que je constate dans ma pratique de thérapeute au cabinet, lorsque je reçois des jumeaux survivants, il est très courant qu'en interrogeant les mamans sachent dire qu'à un moment de la grossesse, elles ne savent plus forcément quand et plus forcément à quel moment de la grossesse, mais que soit elles ont perdu un peu de sang ou perdu un peu de liquide ou alors eu juste mal au ventre. Elles se souviennent d'avoir été arrêtées ou alitées pendant quelques jours ou pendant une semaine ou à un moment de la grossesse, ou d'avoir été particulièrement malade. Alors je me souviens d'une jeune femme qui me disait que sa maman ne se souvenait pas de grand-chose, mais elle se souvenait qu'à un moment donné, elle avait eu très très mal au ventre et elle avait été contrainte de s'arrêter elle-même, sans forcément se faire arrêter par un médecin, mais de s'arrêter elle-même pendant 2-3 jours, sans savoir pourquoi, et elle avait continué sa grossesse naturellement, normalement. Il est très courant pour des mamans qu'on interroge dans ce cadre-là, de dire qu'elles ont, oui, perdu un petit peu de sang, mais elles se sont précipitées chez leur médecin ou à l'hôpital. Et au moment où l'échographie a été faite de contrôle pour savoir si tout allait bien, ou voilà, les médecins ont constaté qu'il y avait effectivement un embryon qui était en parfaite santé, que tout allait très bien, mais trop tôt pour savoir si avant cet incident, il y avait un autre embryon ou pas. Donc,
ce phénomène est en fait un phénomène qui, est difficilement, constatable d'après les mamans, sauf si effectivement la grossesse a débuté gémellaire et elle a été qualifiée comme telle, mais ça n'est malheureusement que très peu le cas. Alors j'ai un patient, récemment là qui en fait, qui a pourtant une vingtaine d'années, donc pas très, très vieux, 20-25 ans, qui en fait, avait une jumelle avec lui, que les parents attendaient, qui avait été vue à l'échographie, qui avait été vue comme étant décédée lors de la grossesse. Donc la maman est partie accoucher, pensant accoucher d'une petite fille décédée, et ils se sont rendus compte au moment de l'accouchement, donc une fois que la petite, fille était sortie, décédée, qu'il y avait effectivement un autre bébé derrière, en l'occurrence un petit garçon et très en vie. Voilà, donc on se rend compte, en fait de la difficulté, du suivi des grossesses et du matériel qui va avec. C'est quand même impressionnant qu'il y a seulement 25 ans de ça, alors que le matériel était déjà plutôt développé et les échographies obligatoires et cetera, que pendant 9 mois de grossesse, avec un suivi régulier, ce deuxième bébé n'ait jamais été observé. Donc imaginez si, il s'agissait simplement d'un embryon tout au début de la grossesse, les probabilités de voir, cet embryon étaient vraiment très faibles. Alors une fois qu'on a dit ça pour le cadre, quelles sont maintenant les conséquences? Alors au-delà, bien évidemment, de la douleur qu'on peut imaginer lors d'un deuil entre 2 jumeaux nés vivants, tous les 2, de cette douleur, incommensurable qui peut exister entre 2 personnes aussi proches, aussi fusionnelles. Il a été aujourd'hui prouvé que, le décès d'un des 2 embryons pendant la grossesse avait également, et somme toute, de façon assez naturelle, beaucoup de conséquences pour le jumeau survivant, c'est-à-dire l'embryon qui naît, vivant. J'ai donc, pour cet atelier, fait quelques exemples, enfin noté quelques exemples, de possibles, «symptômes» entre guillemets ou conséquences en tout cas, pour un jumeau survivant. Alors les exemples que je vais vous donner là ce soir sont des exemples liés à ma pratique, liés aux patients que j'ai rencontrés, accueillis, dans mon cabinet, pour vous expliquer en fait, vous donner une forme de panel, de possibles conséquences, pour le jumeau survivant. Dans les toutes premières observations, et là je ne suis pas la seule, à le dire, c'est une immense tristesse, que ce jumeau survivant peut ressentir, qui va en fait teinter, la personnalité presque, depuis le début en fait. Il est assez courant que ces personnes me disent qu'en fait, depuis leur plus tendre enfance ou aussi loin qu'elles remontent dans leurs souvenirs, elles ont eu effectivement, heu, comme des grandes vagues, de tristesse ou des grandes vagues de solitude. Et ce sentiment de solitude est exacerbé, tout au long de la vie, en fait. Comme si, alors je me souviens même d'un jeune homme qui me disait, «En fait, c'est comme si je n'étais pas complet», et ça, je l'ai entendu, dans la bouche de jumeaux survivants un nombre de fois incalculable, de personnes qui me disent: «Mais j'ai une jeune femme aussi, une jeune fille de 21 ou 22 ans qui m'avait dit: «Mais en fait, toute ma vie, je n'ai cessé, d'avoir ce sentiment que je n'étais pas complète et qu'il me manquait quelque chose». Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui est assez récurrent. Alors pas forcément toujours dit comme tel, ça peut être dit également dans, je cherche, quelqu'un dans ma vie, je cherche un partenaire, une partenaire, et je n'ai encore pas trouvé, la bonne personne. Alors pas au sens simplement, la personne qui me convient, mais il y a comme si, la recherche, était toujours infructueuse. Voilà. Au final, même en rencontrant quelqu'un, ce sentiment, même en étant en couple, même en étant au sein d'une relation, ce sentiment-là est toujours présent de solitude et de tristesse. Ça, c'est la première chose. Hem Il peut y avoir également des manifestations de crise de panique, de culpabilité exacerbée avec, une dépendance affective
et une peur, alors ça peut être soit une dépendance affective, c'est-à-dire, j'ai besoin, de l'autre, j'ai besoin d'être au contact de l'autre, j'ai besoin d'être en lien avec l'autre et un lien poussé, un lien, qui demande beaucoup. Pas simplement être en lien, comme d'autres pourraient l'être. C'est vraiment exacerbé, c'est vraiment, plus que pour, d'autres personnes. Et puis, cette dépendance affective peut également, être exactement l'inverse, avec une peur, de l'attachement. Alors tout ceci bien sûr enfin ces conséquences, viennent, de cette vie, in utero avec ce petit, jumeau, que, l'on a vu se développer, que l'on a, peut-être même senti, alors tout dépend si c'était un jumeau hétérozygote ou homozygote, mais en tout cas qu'on a pu sentir ou ressentir, soit directement par du toucher, soit, par les mouvements. En fait, les mouvements de l'embryon faisaient bouger le liquide amniotique et ça faisait comme, des vagues de caresses ou de contact avec l'autre embryon. Et donc il peut y avoir, hem, cette, dépendance au mouvement de l'autre ou à cette sensation à l'autre. Donc ça s'explique comme cela. Et puis tout ce qui est tristesse, sentiment de solitude et crise de panique et d'angoisse sont plus là liés au décès de cet embryon. Alors qu'il peut avoir, décédé subitement, par exemple, le petit cœur s'arrête, l'embryon qui survivant, enfin le jumeau survivant qui lui entendait à la fois son propre cœur, le cœur de son jumeau et le cœur de sa maman, peut à un moment donné ne plus entendre ce petit cœur et ça peut créer chez lui, une forme de panique, une forme de culpabilité si, voilà, ce fœtus, par exemple, bougeait beaucoup et ce petit fœtus peut penser que c'est de sa faute que l'autre, soit parti. Et puis les crises de panique peuvent également venir et ça, c'était le cas, je me souviens d'une personne qui, en fait, me disait, hem: «Lorsque j'ai très peur ou quand il se passe quelque chose, j'ai l'impression que mon corps se vide subitement, comme si tout l'intérieur de moi, tout mon liquide, toute l'eau que j'ai dans mon corps partait d'un seul coup, comme un peu une chasse d'eau, au moment d'une panique. Et ensuite, c'était compliqué. Donc ces sensations-là, pour un jumeau survivant, peuvent être reliées avec ce qui a été vécu in utero. C'est-à-dire que ce petit embryon, est décédé, son cœur s'est arrêté, par exemple. Ça a pu créer un moment de panique, chez ce jumeau survivant, qui ensuite est resté un peu, en haleine ou alors en situation d'apathie. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on peut voir dans le vivant. Des personnes qui, lorsqu'il se passe quelque chose dans leur vie, vont, heu tomber, complètement enfin comme j'appelle ça mettre le bouton pause en fait, au lieu de continuer à vivre, de continuer à ressentir, que ce soit de la colère ou autre chose. Et ben, en fait, ils mettent pause et il se passe plus rien dans leur vie, ils ressentent plus rien, ils sentent plus rien. Ils sont comme, je sais pas, arrêtés, ouais, en pause ou en anesthésie et ils arrivent plus à reprendre le fil des choses, comme si c'était quelque chose qui était too much quoi. C'était tellement énorme que c'était pas possible. Donc ça, on peut le voir, dans le quotidien, hein, j'entends bien, hein, ça enfin, c'est vraiment des choses qui sont vécues dans le quotidien. Les personnes, soit on fait des démarches auprès de thérapeutes, auprès d'accompagnants pour trouver, l'origine de ces symptômes-là. Alors il y a même des patients qui vont jusqu'à prendre des médicaments parce que les médecins pensent que c'est lié à quelque chose qui est psychosomatique ou psychologique, alors qu'en fait, l'origine vient, en amont. C'est également le cas, alors je ne l'ai pas noté là, mais peut-être après, de personnes qui ont des difficultés à faire le deuil. J'ai, cette maman qui est venue me voir alors pour quelque chose d'absolument dramatique. Elle a perdu un bébé, c'est-à-dire quasiment à la fin de la grossesse, je ne sais plus, c'était 6 ou 7 mois de grossesse. Ils ont trouvé une malformation, les médecins ont trouvé une malformation au bébé qu'elle attendait et il a fallu malheureusement qu'elle prenne une décision, d'un avortement thérapeutique, au pas. Et elle a pris cette décision avec, son mari et ce petit garçon est né, décédé, et elle a, une difficulté immense à faire ce deuil. Alors au-delà bien sûr, hein, de la difficulté à faire le deuil d'un enfant,
je suis maman moi-même, j'imagine bien que c'est une des pires choses qui puissent arriver. Là, on parle d'un deuil qui est vraiment douloureux, qui ne se fait pas du tout, en fait. Et en remontant, donc en travaillant sur ce deuil-là, on est remonté encore un petit peu plus haut dans la cause et l'origine de la chose. Et et en fait, on s'est aperçu que cette jeune femme était effectivement également, jumeau survivant. Et en allant, chercher, cette expérience-là, elle a pu faire le deuil également de son bébé puisque, j'explique souvent en séance qu'un traumatisme, donc quelque chose qui nous percute et qui laisse une empreinte chez nous, peu importe le traumatisme, que ce soit une toute petite chose ou une grosse chose. Alors petite chose, ça peut être une parole, ça peut être un regard qui nous a percuté quand on était tout petit et qui a laissé une empreinte chez nous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on arrive encore à en parler, on arrive encore à à citer cet exemple-là comme étant quelque chose de vraiment pas cool dans notre enfance. C'est clairement ce que moi j'appelle un traumatisme, c'est-à-dire que ça a laissé une empreinte. Et donc l'idée, c'est de revenir au traumatisme d'origine pour pouvoir supprimer les répliques et les difficultés qui reviennent en répétition dans notre vie, dans notre quotidien. Voilà, donc c'était pour vous donner un autre exemple. Bien sûr, hein, enfin, entendez, je ne suis pas en train de dire que le deuil doit être quelque chose de facile. Je ne suis pas en train. C'est pas du tout l'objet de ça. Je sais combien les deuils peuvent être compliqués, mais on était dans quelque chose de vraiment au-delà du compliqué. C'était pour cette jeune femme, c'était vraiment bloquant et ça faisait quelques années que ça durait et elle en souffrait. Elle aurait aimé passer à une étape plus apaisée et c'était au-delà de ses forces. Et en allant chercher l'origine de cette difficulté à faire le deuil de ce petit garçon, et en faisant le deuil du jumeau perdu, cette jeune femme a pu faire le deuil tout court et est aujourd'hui ravie de pouvoir penser à ce petit garçon de façon sereine, à l'avoir réinclus dans la fratrie, puisqu'elle avait d'autres enfants, et que toute la famille puisse accueillir ce petit garçon sereinement, sans que ce soit vraiment une plaie béante. Voilà, donc encore une fois, hein, je ne remets pas en cause la difficulté que peuvent avoir et que nous pouvons avoir à faire le deuil de quelqu'un. Là, c'était quelque chose qui était vraiment au-delà. Alors, dans les autres choses qu'on peut observer pour les jumeaux survivants, il y a cette difficulté à avancer dans la vie, que ce soit dans la vie active, enfin professionnelle, dans la vie personnelle, dans la vie affective, amicale. Cette difficulté comme si c'était difficile de rentrer dans la vie. C'était difficile de s'impliquer pour être vivant, pour accepter de vivre ce qu'on a à vivre. Ça aussi, je l'ai constaté. Euh, il y a également quelque chose qui peut revenir assez facilement, c'est le sentiment de ne pas être à sa place. Comme si, voilà, alors ça peut être dans la fratrie, ça peut être dans la famille, ça peut être avec les bonnes personnes, ce sentiment de ne pas être là où il faut. Voilà. Ou j'ai souvent des personnes qui me disent, ben, je sais pas ce que je fais dans ma famille finalement, j'ai pas l'impression d'être à la bonne place, j'ai pas l'impression de et pas l'impression d'être avec le bon partenaire. Voilà, cette notion de sa place, du bon endroit, c'est quelque chose qui revient assez souvent. Alors, toujours pour la même raison, on était censés être 2. Est-ce que j'ai pris la place? Heu, voilà, est-ce que j'ai ma place? Est-ce que finalement, c'était pas l'autre qui aurait dû être à ma place à moi? Voilà, tout ça peut avoir des conséquences dans le quotidien, du jumeau survivant et créer une forme de sensation de mal-être, plutôt récurrent. Alors des choses assez rigolotes qu'on peut observer, voilà, donc vous verrez si ça vous parle ou pas. Dans les choses très rigolotes, il y a, le fait d'avoir plusieurs activités professionnelles. Il est hyper courant que des jumeaux survivants, se surprennent à certains moments à avoir 2 activités en même temps, 2 activités professionnelles, hein, j'entends, ou alors une activité professionnelle, classique et à côté, une forme d'engagement très plus,
dans un sport, dans un club sportif, dans une activité récréative, enfin, mais avec un engagement vraiment important à devoir gérer en fait 2 agendas ou 2 emplois du temps, comme si on devait faire les choses pour 2. Et quand, on observe cette, double activité, on peut aussi observer la difficulté pour certains, de quitter un emploi, pour un autre. Alors qu'on ait un projet ou pas, enfin voilà, mais de cette bascule-là, le fait de changer de quelque chose à autre chose, ça peut être extrêmement douloureux pour un jumeau qui a la sensation, de laisser tomber pour autre chose. Enfin, vous voyez le parallèle avec le jumeau? Je laisse tomber, pour, comme, je laisse tomber ce jumeau qui est décédé dans le ventre de ma maman, pour sortir, moi, et devoir être vivant. Et ça, parfois, ça donne un sentiment, alors je reviens à la culpabilité ou alors au fait de pas, y avoir droit. Voilà, ça c'est assez courant. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Ah oui, dans les choses très rigolotes, enfin rigolotes, enfin en tout cas qui sont des indicateurs très concrets, les personnes qui portent des sacs à dos. Alors je ne sais pas trop pourquoi, mais en tout cas ça a été constaté dans les études. Si vous êtes, aujourd'hui détenteur de sacs à dos, que vous collectionnez les sacs à dos ou alors que lorsque vous vous promenez, vous avez très souvent quelque chose, sur le dos, en sac à dos, voilà, posez-vous la question, il est fort possible que vous fassiez partie, que vous ayez en tout cas souffert du syndrome du jumeau perdu. Il y a aussi le fait, alors ça, bien sûr, hein, je vous parle de tout ça parce que je suis, personnellement concernée, à la fois parce que moi j'avais des jumeaux, avec moi dans le ventre de ma maman et j'ai aussi perdu un jumeau avec ma fille aînée. Le fait de posséder, d'acheter ou, de collectionner plusieurs exemplaires d'un seul et même objet. Je vais vous parler de moi. Très souvent, quand je vais faire alors, avant de savoir ce que ça pouvait être, mais en tout cas, lorsque je faisais du shopping où je voulais acheter un vêtement, et que je trouvais un vêtement qui me plaisait, et bien, j'avais souvent tendance à l'acheter en 2 couleurs différentes. Le même, en 2 couleurs différentes. Voilà, et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve très souvent. Au moment de faire un achat, on ne peut pas s'arrêter à un seul, exemplaire, il faut en acheter plusieurs. Donc ça peut être également valable pour, des choses, beaucoup plus pragmatiques, enfin beaucoup plus courantes et quotidiennes comme, bah, voilà, j'ai besoin d'un savon, j'en achète 2. J'ai besoin de farine, j'en achète 2 paquets et ainsi de suite. Autre, chose un peu «rigolote» entre guillemets, la phobie. La phobie des araignées et la phobie des serpents. Alors pour les sacs à dos, je ne sais pas vous expliquer pourquoi. Pour le fait d'acheter plusieurs, exemplaires, ben, c'est un signe que l'instinct reste présent d'acheter également pour son jumeau. Pour la phobie des araignées et des serpents, l'explication est plus, scientifique, on va dire. Lorsque un des 2 embryons disparaît ou décède in utero, dans le ventre de la maman, il a été observé plusieurs façons, pour cet embryon de disparaître. Soit effectivement, le cœur s'arrête bien sûr et puis, le petit embryon, va, soit se désagréger tout doucement, en tout petits morceaux, et puis être évacué, naturellement. Soit, l'embryon, dessèche, sur lui-même. Alors pardon, c'est pas forcément très, il dessèche sur lui et dans ce cas, il peut pousser des espèces de filaments tout autour, rattachés au placenta par exemple ou au cordon ombilical ou à la poche, autour des bébés. Et dans ce cas, effectivement, les scientifiques expliqueraient pourquoi la phobie des araignées. C'est parce que une fois que cet embryon a séché, ces filaments poussants, ça pourrait ressembler à une araignée. Et donc le fœtus survivant, lui, l'embryon survivant, vit avec cette image-là devant les yeux. Et ça aurait pour conséquence la phobie des araignées. Alors, je suis encore concernée, bien sûr. Je l'étais en tout cas. Et pourquoi les serpents également? Parce que dans certains cas, cet embryon, s'asséchant, s'affine et pourrait ressembler à un serpent. Alors ça, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est aussi observé de façon beaucoup plus systématique dans les équipes qui ont travaillé sur ce syndrome. Nous savons aujourd'hui, que lors d'un accouchement, les placentas sont très observés
par le corps médical pour s'assurer qu'il a été expulsé entièrement, sous peine sinon d'avoir des conséquences assez lourdes, pour la maman en termes d'hémorragie, enfin et de complications. Mais ce que nous ne savons pas, c'est que l'observation de ce placenta peut, la plupart du temps, prouver, ce syndrome du jumeau perdu. C'est-à-dire qu'il arrive très souvent de trouver des traces, de ce jumeau, décédé à l'intérieur du placenta, en retrouvant effectivement des petits morceaux, d'embryons séchés ou carrément alors dans certains ouvrages, on peut, retrouver des photos, d'embryons entiers, qui en fait, s'est, accroché au placenta et qui est resté jusqu'à la fin de la grossesse. C'est un phénomène qui n'est pas très connu en France. Alors, est-ce que c'est parce que ça ne fait pas partie de la pratique, médicale? Je ne sais pas. Mais en tout cas, pour les études qui ont été faites en Belgique, en Suisse et aux États-Unis, avec l'observation systématique du placenta dans l'objectif 2, il était très courant qu'on retrouve des restes d'embryons, et même au-delà, dans certaines, pathologies qu'on peut observer. Il y a des pathologies de problématiques, zut, j'ai perdu le mot, concernant la peau, du jumeau survivant, qui peut avoir, des kystes ou des kératomes. Et il est arrivé qu'en enlevant, ces kystes après la naissance du jumeau, et en analysant, ce kyste, on puisse retrouver des cellules, de dents ou d'os, qui seraient expliquées par, le fait que le fœtus en décédant se soit collé en partie ou un petit morceau, de l'embryon se soit collé, au bébé survivant et que ce bébé, ait gardé la trace de son jumeau, sous sa peau en fait. Voilà, donc ça c'est arrivé. Je me souviens, un patient qui m'avait dit que il avait comme un énorme grain de beauté, mais vraiment important, qui lui avait été enlevé à l'âge de 2 ans et que l'analyse de ce kyste montrait des traces de dents. Voilà, donc, et c'était pas les siennes il avait tout le chiffre qui était, imparti. Voilà. Il y a également une personne, je crois que, très récemment, qui m'a dit que, il se posait la question de savoir il n'était pas jumeau survivant parce qu'il avait lui-même, je sais plus ce qu'il m'a dit, 2 ou 4 dents, supplémentaires à la normale. Voilà, alors au bon endroit a priori. J'ai pas été vérifiée. Voilà, qu'est-ce qu'il peut y avoir de drôle? Les sacs à dos, je vous l'ai dit. Voilà. Bon, après, il y a des choses un peu moins drôles, hein. Enfin, si sac à dos, ça peut être drôle, oui, enfin, c'est des petits clins d'œil rigolos. On peut retrouver également des difficultés, alimentaires, soit, des difficultés à s'alimenter tout court, avec, des notions de dégoût, de vomissement de certains aliments seulement. Alors en enquêtant un petit peu plus loin, on s'est rendu compte que certains aliments étaient souvent liés à quelque chose qui pouvait ressembler, à ce que l'embryon a pu malencontreusement, sentir ou ressentir ou carrément avaler dans le liquide amniotique lorsque l'embryon, du bébé décédé, enfin de l'embryon décédé, s'était désagrégé, vous savez, en tout petits morceaux et ça a pu, soit teinter, ou ouais, teinter, non, c'est pas teinter, donner un goût, au liquide amniotique différent et donc cette sensation désagréable reste pour le jumeau survivant. Donc voilà, ou alors, carrément dans la matière, il n'est pas, bon décidément il est tard, pardon. Ça arrive, que, le jumeau survivant avale, des petites particules, de cet autre jumeau qui lui s'est petit à petit avec le temps désintégré dans l'utérus et dans ce cas-là, de garder cette sensation très désagréable. Alors je ne l'ai pas vécu moi en cabinet, mais je sais que, il est arrivé que certains adultes survivants, jumeaux survivants, se souviennent, de ces sensations très désagréables à manger certaines textures. Voilà. Qu'est-ce que j'avais noté d'autre? Voilà, alors il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont liées, alors je vous l'ai dit à la dépendance affective, mais du coup à tout ce qui peut, s'apparenter de près ou de loin à la relation de couple. Alors soit que ce soit
une difficulté à être dans une relation de couple, soit à ne pas pouvoir se dégager sereinement d'une relation de couple. Et tout ça en lien, bien sûr, avec la relation atypique que l'on attend ou que l'on projette sur l'autre, qui soit n'est jamais assez bien ou qui ne complète pas exactement comme on pourrait l'attendre. Et donc, on le met de côté, on l'évite et on ne s'engage pas. Soit que, une fois qu'on est dans cette relation, hem, alors dans une relation tout court, on puisse avoir une forme de panique à sortir de cette relation, comme si on allait devoir revivre ce sentiment de solitude ou d'isolement où les choses se sont arrêtées net et c'était juste extrêmement douloureux et on n'a pas du tout envie de revivre ça. Et donc, pour les jumeaux survivants, la relation amoureuse est souvent un révélateur assez important dans sa façon d'être, dans sa façon de réagir. Et quelqu'un qui est en difficulté extrême dans les relations amoureuses, que ce soit à s'engager, soit à se sentir en équilibre, pas dans la dépendance affective, en ayant chacun sa place. Tout ça, ce sont des choses que le jumeau survivant a beaucoup de mal à vivre et et ça doit vraiment être accompagné parce que c'est une véritable souffrance pour le jumeau survivant qui soit n'arrive pas à avoir une relation équilibrée, sa demande est tellement forte en fusion, en lien avec l'autre, que bah, soit l'autre ne lui donne pas ce qu'il attend, soit l'autre prend peur et se sauve et ne souhaite pas avoir ce type de relation. Donc ça peut être ça dès le départ, ou alors ça peut le devenir, c'est-à-dire qu'au départ, avec la fusion de la découverte d'un nouveau couple, c'est génial. Et ensuite, l'autre partenaire, qui n'est pas le jumeau survivant, prend peur et finit par se sentir enfermé dans quelque chose qui n'est clairement pas OK pour lui. Et ça met le jumeau dans une souffrance extrême que de voir l'autre s'éloigner petit à petit, comme son jumeau décédé a pu s'éloigner à un moment donné, une fois qu'il était décédé, et que soit il s'est éliminé naturellement, soit il s'est fixé sur une paroi, et du coup s'est éloigné, ou carrément s'est désagrégé, et dans ce cas-là a disparu complètement de la vue du jumeau survivant. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est à regarder avec un zoom. La peur des séparations est également une autre, j'en ai parlé, hein, le fait de sortir difficilement d'une relation. Mais la peur des séparations peut également se montrer dans la peur simplement d'un départ. Alors je peux vous parler de moi, j'adore partir en vacances, mais je déteste quitter ma maison. Ce sentiment de quitter quelque chose, même si c'est pour quelque chose d'agréable, ça crée toujours une forme de tension chez moi. Alors bien sûr, j'arrive à passer outre, hein, mais j'avais souvent, avant de comprendre ce qui m'était arrivé, j'avais souvent du mal à comprendre comment je pouvais être si mal à quitter ma maison pour aller dans un lieu comme des vacances. C'est plutôt sympa en général. Voilà. C'est quelque chose que le jumeau peut vivre assez couramment, en fait. Donc ça, c'est valable, bien sûr. Alors, comme je vous le raconte, pour un départ en vacances, on va quitter la maison et on part, mais ça peut être également le cas, et j'ai eu le cas il n'y a pas très longtemps, d'un petit garçon, tout petit, 2 ans et demi ou 3 ans, qui, voilà, hurlait et pouvait vraiment avoir des crises de panique et des crises vraiment importantes, simplement de voir sa mère quitter la maison pour aller acheter le pain ou des chocolatines ou des choses comme ça. C'était vraiment quelque chose pour ce petit garçon qui était insupportable. Voilà, donc les séparations, c'est les séparations amoureuses dans la relation. Ça peut être partir de quelque part, mais ça peut être aussi tout simplement voir quelqu'un partir, quelqu'un d'important partir pour une broutille, enfin, le pain ou les chocolatines au coin de la rue. Et ça nécessite pour celui qui vit ça, qui panique, d'être rassuré, d'être pris en charge. Sinon, ça peut dégénérer très facilement. Alors, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Sac à dos, je vous en ai parlé. Ah oui, un élément important ou un indice important en tout cas, dans les enquêtes, vous vous souvenez, je vous ai dit, on peut aussi poser des questions, aux mamans, mais très souvent malheureusement les mamans ne s'en souviennent pas, surtout si c'est, plutôt lointain, en fonction de votre année de naissance. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que, pour ces cas-là, du syndrome du jumeau perdu, les naissances peuvent avoir été difficiles, le cordon
peut avoir posé problème à un moment donné, soit il s'est enroulé, enfin voilà, des naissances par le siège, ou alors pas de travail du tout. Ça s'est fait, tellement rapidement que, voilà, personne n'a compris pourquoi le bébé arrivait si vite. Ou au contraire, le travail dure, très, 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 très longtemps, signe que l'enfant n'a pas envie de venir, n'a pas envie de sortir, n'a pas envie de vivre. D'où vous vous souvenez la dépression au départ? Ouais, ça j'ai eu aussi un jeune homme, à Paris, qui, traînait une, ouais, vraiment, alors il savait pas dire: «J'ai pas envie de vivre», mais en tout cas, il avait eu des pulsions suicidaires, un certain nombre de fois et voilà, comme pas d'énergie en fait, pas envie de voilà, il faisait tout en automatique en fait. Il y avait aucun plaisir, aucune joie à vivre, la vie qu'il avait. Alors il avait bien deux trois amis, mais même ça, ça l'intéressait pas énormément et donc ça peut être techniquement, une conséquence, donc ça, c'est à creuser, hein, bien sûr. Tout ce que je vous explique, c'est le résultat d'un travail pour déterminer tout ça, et le voir et le constater. Je ne vous donne que des cas de personnes pour lesquelles ça s'est confirmé, voilà. Bien sûr, la dépression peut avoir, beaucoup d'autres origines et beaucoup d'autres explications. Ce dont je vous parle, c'est ce qui est lié uniquement au syndrome, du jumeau perdu et pour lequel, j'ai, dans le cadre de ma pratique, constaté, le lien entre cet événement et leur quotidien, enfin en tout cas leur vie de tous les jours. Ah oui, autre chose, rigolote, je sais pas, oui, on va dire rigolote, c'est l'attachement excessif, alors je dis bien excessif ou une relation très particulière à un animal. Alors ça arrive plutôt couramment qu'un jumeau survivant s'attache de façon vraiment, alors quand je dis particulière ou excessive, c'est vraiment, enfin, vous voyez, c'est pas l'attachement qu'on peut avoir à des animaux qu'on aime ou des animaux de compagnie, mais là, c'est vraiment, un peu plus, et ça peut être le signe aussi que, par exemple, le jumeau survivant n'a pas trouvé, auprès d'un ami, auprès d'un compagnon ou d'une compagne, la relation, fusionnelle qu'il recherchait et il l'a trouvé auprès d'un animal de compagnie qui effectivement, alors tout dépend des animaux, hein, j'ai eu un peu de tout, mais c'était des chevaux, des chiens, des chats. Cette, faculté pour l'animal d'aimer de façon inconditionnelle et quoi qu'il arrive et d'être présent quoi qu'il arrive et cetera. Donc c'est une forme de fusion qu'on peut retrouver, via, un animal. Voilà. Qu'est-ce que je vous aurais pas dit? Relation de couple atypique, bon ça j'en ai parlé et puis après, dans le comportement inhabituel, d'enfant, donc je vous ai parlé de ce petit patient là qui avait 2 ans. On peut également trouver, dans pour le jumeau survivant en tout cas, certains comportements pour des petits enfants ou enfin petits, je m'entends moins de 7 ans ou jusqu'à 7 ans, des pleurs excessifs, notamment pour les nourrissons, qui, en fait, voilà, soit n'arrivent pas à dormir, difficulté à dormir, qui pleurent énormément ou alors des enfants qui sont en hyperactivité. Alors, je l'ai constaté moi dans ma pratique et c'est aussi les résultats de cette fameuse étude, ça peut avoir un lien avec ce syndrome du jumeau perdu. Voilà. Alors, j'ai essayé, pour faire court et rester dans l'heure, impartie pour ce soir, de vous expliquer quelques-uns, des symptômes. Il y en a beaucoup d'autres, mais j'ai essayé de prendre certains trucs rigolos ou plutôt, que moi je constate beaucoup en cabinet, en tout cas pour vous expliquer ça. Une fois qu'on a dit ça, alors si vous me connaissez, alors je ne sais pas si vous me connaissiez ou pas, mais en tout cas, pour ceux qui ne me connaissent pas, je dis très souvent, que, le premier niveau de guérison, c'est de prendre conscience des choses. Ça, c'est déjà une première chose et ensuite, hem, alors il y a deux cours de pensée, 2 courants de pensée. Un qui dit qu'il faut absolument faire le deuil de ce jumeau décédé et l'autre, et c'est plutôt le mien, à la fois, alors parce que je l'ai expérimenté moi-même et parce que c'est ce que je pratique également, ce sentiment de dire, de savoir ou en tout cas de ressentir que ce jumeau, ou qu'on a pu avoir un jumeau ou une jumelle, mais heu,
pour moi, il ne s'agit pas d'en faire le deuil au sens, voilà, oublier, comme on pourrait le faire pour le deuil de quelqu'un de cher, où la douleur, avec le temps s'estompe et où on finit par, voilà, avoir cette espèce de douce quiétude, d'avoir, connu cette personne, d'avoir de bons souvenirs avec elle et cetera. Hem, En tout cas pour moi, c'est quelque chose qui n'est pas forcément opportun d'oublier. En tout cas, selon ma pratique et mon sentiment personnel, il m'est plus utile, à la fois pour moi et dans ma pratique, d'imaginer que ces jumeaux, ce ou ces jumeaux, selon existent, ont existé à un moment donné et d'avoir cette forme de rechercher en tout cas, dans ce savoir qu'il a existé ou qu'il a été là, cette complétude dont on a besoin, pour ne plus mettre la pression, soit, dans les relations qu'on peut avoir avec les autres, soit dans les activités qu'on peut, désespérément tenter de multiplier, pour combler ce vide. Donc, je suis plutôt partisane de dire d'intégrer, ce jumeau à soi, puisque finalement c'était, à 99,9 notre propre ADN. Donc d'avoir cette relation apaisée avec ce jumeau décédé, plutôt que de dire on en fait le deuil et il faut absolument, oublier cette expérience et faire le deuil et passer à autre chose. Voilà, bon après ce sont 2 courants de pensée, peu importe, techniquement, mais je trouve plus doux, en tout cas pour moi qui ai perdu, 2 frères jumeaux, je trouve plus doux de savoir qu'ils sont présents, qu'ils sont là quelque part derrière le voile, que je peux leur parler comme je pourrais parler à mon grand-père décédé, plutôt que de me dire qu'il faut absolument que voilà, bon ça c'est un avis personnel, chacun, voilà, chacun fait comme il le souhaite. En tout cas, ce que je voulais vous dire, c'est que ça n'est pas une fatalité. D'abord, on peut savoir si oui ou non vous avez eu, un jumeau, si vous avez un doute ou si vous aimeriez savoir. Il est possible de le savoir. Alors, non pas avec, des tests médicaux, mais avec des tests, qui s'apparentent alors je vais essayer de faire, très pragmatique. Je ne sais pas si vous connaissez la kinésiologie, ou si vous avez déjà entendu parler des constellations familiales, mais en tout cas, il y a des tests physiques à faire basés uniquement, sur le physique, sur le ressenti, qui permettent de valider ou pas la présence d'un jumeau, in utero et puis ensuite d'accompagner, cette guérison ou ce deuil accompagné et doux, simplement en l'espace de quelques mi alors 15-20 minutes, voilà et donc c'est ce qu'aujourd'hui je propose dans les ateliers que je peux faire, sur le syndrome du jumeau perdu en proposant aux personnes qui, souhaiteraient savoir et qui souhaiteraient, guérir, les symptômes et les expériences développées, les expériences ou les enfin oui, les expériences développées dans le quotidien, qui sont douloureux, qui sont bloquants, qui sont, pénibles, et bien de lancer, ce mouvement de guérison par le biais d'une pratique qui, prend quelques minutes. Voilà. Donc, pour moi, ça n'est clairement pas une fatalité. Il faut que ce soit su, que ce soit accompagné, que ce soit, guéri en douceur, en ayant, voilà, des pratiques, qui peuvent se faire. Alors, il y a le test se fait sur quelques minutes, hem, et ensuite de lancer cette étape de guérison, et donc je donne beaucoup d'outils, pendant mes ateliers pour, accompagner, ce deuil qui est quand même un deuil, et puis pour libérer du coup, les situations du quotidien. Voilà, donc ça fait bien sûr le lien, puisque je ne me suis pas présentée au départ, avec ma profession, puisque je suis thérapeute de l'âme et que la thérapie d'âme consiste à aller chercher l'origine des choses, pour pouvoir débloquer les situations du quotidien. Donc vous voyez bien qu'on est en plein dans le sujet et que j'accompagne aujourd'hui au quotidien des jumeaux survivants, qui viennent me solliciter pour des pathologies diverses et variées en me disant, «J'ai eu beau chercher, je me suis fait accompagner, j'ai déjà fait plein de démarches et je n'arrive pas à me sortir de ça. C'est récurrent, ça revient régulièrement et je ne sais pas quoi faire». Voilà, donc c'est une des hypothèses, qui peut sortir des consultations que je fais et dans ce cas-là, effectivement, je propose de faire le test et lors de ces ateliers, syndrome jumeau perdu, de pouvoir, voilà, lancer, cet apaisement dans le quotidien
par le biais de ce jumeau et le fait de voir ce qui a pu se passer in utero pour eux. Voilà, alors timing plutôt parfait, 50 minutes. Il nous reste, si vous avez des questions, 10 minutes. Donc je vous invite dans ce cas à poser vos questions avec la barre qui est en bas, affichée sur votre écran, si vous en avez bien sûr, de taper votre question de façon à ce que je puisse y répondre à l'oral. C'est vous qui voyez. Bien sûr, vous retrouverez toutes les informations sur les ateliers que je peux faire sur mon site internet www.lanaama.org, tout attaché en minuscules, où vous avez les dates. Voilà. Donc les formations que je peux faire sont à la fois en visioconférence, un peu comme on fait maintenant, et en présentiel. J'habite à Toulouse, donc c'est juste à côté de Toulouse. Dans des lieux super. Alors l'atelier jumeaux perdus, vous l'aurez compris, ne peut se faire qu'en présentiel puisque j'ai besoin de vous pour faire le test. Donc c'est pour ça que je faisais ce petit webinaire pour expliquer le syndrome du jumeau perdu. Et si maintenant la curiosité vous pique et que vous aimeriez pouvoir faire le test pour vous, eh bien il s'agirait de venir et de vous inscrire à cet atelier. Le prochain a lieu samedi. Voilà, ça dure la journée de 10h à 17h30 et c'est à la fois de la théorie et de la pratique sur notamment ces tests et ces élans de guérison. Voilà, est-ce que vous avez des questions? Pas? Pas de questions? Des observations? Rien non plus? Je vous laisse encore 1 minute pour taper quelque chose peut-être si vous avez envie de taper une question. Et encore une fois, vous retrouverez toutes les informations sur ce sujet sur mon site et sur ma page Facebook également où je crée des événements. Donc peut-être est-ce que c'est par là que vous avez eu les informations sur cet atelier. Bien. Écoutez, j'espère que vous n'avez pas de questions parce que c'était très clair pour vous. Je vous souhaite une belle soirée. Vous pouvez de toute façon revenir vers moi en individuel via soit mon site, soit ma page Facebook. Je répondrai bien sûr à vos questions et vos sollicitations. Et puis, j'espère que vous avez appris plein de choses, que peut-être ça aura répondu à certaines de vos interrogations. En tout cas, c'est ce que je souhaite. Je vous souhaite à tous une belle soirée. Merci d'avoir été nombreux ce soir pour s'intéresser au syndrome du jumeau perdu. Et je vous souhaite une belle soirée.